Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode du podcast sur l'entrepreneuriat au féminin et j'ai le très grand honneur d'accueillir Nada pour ce nouvel épisode qui va nous parler de comment elle a lancé son projet. D'abord, je vais te laisser un petit peu te présenter. Dans un premier temps, c'est moi qui te remercie de m'avoir contacté justement pour que l'on puisse réaliser cet épisode et pour cette prise de parole. Donc l'honneur me revient finalement. Je m'appelle donc Nada, je me suis lancée il y a à peu près 2 ans en pâtisserie, sachant que je ne viens pas du tout d'un background en pâtisserie, je viens plutôt de l'univers de l'IT et du luxe, plus spécifiquement de la joaillerie. Et en fait, petit à petit, j'ai décidé de me construire. Enfin, j'y ai trouvé énormément de thérapie en utilisant mes mains et donc en faisant voilà des petits biscuits, des petits gâteaux. Et finalement, la pâtisserie m'a appelée et a été une forme de thérapie qui m'a beaucoup aidée dans ma vie. Alors c'est très drôle parce que ça fait quand même maintenant peut-être 2 ans qu'on s'est rencontrés, je pense. Et en fait, on faisait toutes les 2 partie d'un programme de mentorat qui est organisé par l'UNESCO et par la maison Christian Dior Couture qui s'appelle Women at Dior, qui a justement pour but d'encourager les femmes dans leurs projets, dans leur carrière, pour leur développement et aussi d'agir pour les droits des femmes et l'émancipation des femmes dans le monde entier. Et c'est comme ça qu'on s'est reconnus. Et je me souviens très bien de notre première rencontre. En fait, il y avait une visite qui était organisée à la Galerie Dior. Et ce qui m'avait marqué chez toi, c'était que tu avais apporté tes prospectus avec la carte de tes pâtisseries. Tu les avais apportés et tu nous parlais de ton projet de façon super ouverte. En plus, tu venais de commencer quand même relativement récemment, je crois, à ce moment-là. Et ouais, tu nous parlais de ton projet. Tu étais vraiment à faire du lien aussi entre toutes les femmes. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment trop hâte qu'on échange sur ce sujet parce que pour moi, tu es vraiment la personne vers qui se tourner pour des conseils en termes de réseau, de relations, d'oser s'affirmer, d'oser parler de ce qu'on fait sans honte, sans gêne, pour vraiment, en fait, montrer ce dont on est capable auprès de tout le monde. J'ai tellement l'habitude de les avoir tout le temps avec moi en me disant que de toute façon, l'opportunité se trouve partout à partir du moment où tu sors de ton lit. Rien que croiser quelqu'un dans la rue, travailler dans un certain café ou alors prendre les transports, prendre certaines lignes, on ne sait pas sur qui est-ce qu'on peut tomber, qui est-ce qu'on peut rencontrer. Et effectivement, ce qui est très intéressant dans les programmes comme le programme Womanager ou comme tout type d'événement, ce sont les gens que l'on rencontre. Donc c'est toujours une opportunité, un moment vraiment d'échange. C'est pour ça que pour moi, ça a été naturel vraiment d'apporter mes petits prospectus, d'en discuter avec vous les filles, mais également avec les mentors de l'époque. J'ai cette qualité d'avoir du culot et en fait d'aller vers les gens, que vous soyez patron d'entreprise ou une simple stagiaire. Je discute avec tout le monde. Et je pense que c'est ce qui a aussi marqué un peu mon parcours dans l'univers de la joaillerie. Au moment où je rejoignais donc le programme Women at Dior au sein de la maison Christian Dior, je ressortais moi-même d'une autre maison de joaillerie dans laquelle j'avais passé à peu près 6 mois et qui ont été les 6 mois les plus formateurs de ma vie, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan managérial, ou en tout cas sur les questions, sur le sujet, le cœur de mon activité même à cette époque. Et c'est vrai que comme je travaille beaucoup plutôt département ressources humaines, directement on tisse des liens avec les gens et puis on apprend vraiment à examiner l'humain et à discuter, à mettre à l'aise les gens, etc. Donc je pense que c'est ce qui a aussi beaucoup joué, et à savoir que très jeune, j'étais extrêmement timide, très, très timide. Beaucoup de gens me regardent exactement comme C'est tu l'as fait parce que personne c'est pas ce que n'y je croit. utiliserais pour te définir, effectivement. J'étais très timide, mais j'étais surtout une enfant pleine d'imagination. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 filles et c'est vrai que mes sœurs, elles ont toujours été plus proches entre elles, et donc j'étais toujours la plus grande, l'exemple, celle qui est finalement un peu plus dans mon coin. J'avais toujours ma chambre toute seule, mon univers toute seule, et ce qui fait que naturellement, j'essayais de me créer un petit peu des univers, surtout que j'étais vraiment, comme je te disais, très timide, donc je n'osais pas forcément aller vers les gens, et on parle vraiment d'une période, je pense que c'est resté jusqu'au lycée. En terminale, j'ai eu l'opportunité de changer d'établissement et c'est là où je me suis dit: autant mettre en avant la vraie moi». J'étais très Disney Channel, très, ces petites séries à l'américaine, et j'avais beaucoup d'admiration pour ces personnages qui étaient au début du film, au début de la série, très timides, et qui à un moment donné se révèlent par le biais de leur passion ou par leur message ou leurs principes. Et je pense que plus ou moins je voulais être un petit peu comme ces filles-là qui étaient pour moi à l'époque plus ou moins des modèles, et puis ça m'a finalement suivi tout au long et jusqu'à présent. C'est ultra inspirant et c'est vraiment tellement des qualités que tu as du coup su développer quand même relativement tôt, qui sont essentielles selon moi quand on veut
réussir, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat ou peu importe. Ah, c'est pas tellement combien d'heures on va travailler, c'est pas tellement, certes, c'est important de mettre de l'énergie dans son projet, mais c'est aussi savoir faire le lien, savoir être aidé, aider et aussi s'affirmer pour se mettre en position d'avoir les opportunités. Alors avant tout, puisqu'on parle quand même de cheminement dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que tu as eu cette idée de ton projet, de te dire: «Beh, je vais me lancer dans non seulement dans la pâtisserie, mais dans la haute pâtisserie. Je veux pas faire n'importe quoi, je veux faire quelque chose de luxueux». Comment ça t'est venu et comment tu as commencé, en fait, dans ce projet? Plus jeune, j'étais déjà attirée par l'univers du beau, du raffinement, du détail, de l'excellence, donc ce qui représente forcément l'univers du luxe. J'aime dire que j'ai la chance d'avoir grandi entre 2 univers absolument différents, entre Paris, donc qui est vraiment un univers très professionnel, très terre à terre, mais en même temps Disneyland, puisque je viens de banlieue parisienne et que j'habitais à 20 minutes de Disney. Et j'ai eu la chance toute mon enfance, voilà, de vivre dans cette féerie, dans cette fantaisie. Et c'est vrai que je le vois énormément dans l'univers du luxe. Et ce qui fait que j'ai très vite très jeune, été attirée par ces mondes-là et très sensible à cet univers-là. Ce qui fait que par la suite, donc mon parcours académique en soi ne ressemble en rien à ce que l'on penserait directement quand on parle de luxe. J'ai une licence en droit public, sciences politiques et par la suite, j'ai acquis un master en commerce international. Donc par le biais de ce master, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette maison de joaillerie dans laquelle j'ai pu voilà, terminer mon parcours, mon cursus scolaire. Juste avant mon master, j'étais dans une période où les choses étaient assez compliquées. On était en période post-Covid. Et c'est vrai que la pâtisserie est arrivée dans le sens où en 2021, je testais. Je faisais beaucoup de tests de gâteaux. J'étais absolument fascinée par la façon dont Cédric Grolet et Cyril Lignac, beaucoup à l'époque, réalisaient des entremets. Je trouvais ça absolument bluffant d'essayer de comprendre rien que le pouvoir de gélification, donc des différents gélifiants. Et rien qu'en décidant en fait de m'intéresser à ces process-là, je me suis dit: «Bah, je veux tester quelque chose». Et à savoir qu'en 2021, la plupart de mes gâteaux étaient soit consommables, soit à la poubelle. À l'aube justement de l'année 2022, je me suis dit que plus jamais je ne raterai aucun gâteau et que s'il le faut, bah, on réessayera autre chose, on tentera autrement, mais aucun gâteau ne se retrouvera à la poubelle. Que 2022, cette promesse a été tenue. J'ai non seulement réussi à réaliser à nouveau donc des créations qui existent déjà sur le marché, mais j'ai surtout créé mes propres recettes en décidant d'allier notre jardin à l'univers de la gastronomie. Et c'est de là qu'est née cette phrase que j'aime tant dire, c'est que la maison Nadasiani est un jardin botanique au papier. Puisque chaque création est née à partir d'un fruit et d'une plante, l'idée était vraiment de fusionner les deux pour créer un jardin botanique au papier qui soit pas très sucré et en même temps très frais. Tu as vraiment su, je trouve, te créer un positionnement qui te ressemble. Il y a un raffinement, il y a un travail autour des matières. On voit vraiment que tu as une recherche, même quand on voit les descriptions des parfums, les associations des différentes saveurs, qu'il y a vraiment un travail derrière. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, pour faire ce genre de travail, bah, il faut avoir cette légitimité de la formation, du diplôme, d'avoir fait une formation, en gastronomie ou ne serait-ce qu'en hôtellerie, en vente dans une pâtisserie et cetera. Donc comment tu as réussi à te sentir légitime et aussi pour en parler aux autres, mais aussi, rien que pour toi, pour te dire: «Je vais lancer ça», même si j'ai pas fait des études, dans la gastronomie, d'autant plus pour la pâtisserie qui est quand même assez proche de la chimie. Comment tu as réussi à te dire: «Bah, en fait, peu importe, je vais apprendre moi-même, peu importe, si certaines personnes peuvent penser que je suis pas légitime parce que je vais réussir». C'est vrai que la question de la légitimité est beaucoup intervenue en termes de réflexion dans le parcours, puisque la plupart du temps, quand on regarde de grands pâtissiers, ce sont des chefs qui ressortent d'établissements prestigieux de pâtisserie, et c'est là où on se pose la question: mais en quoi suis-je moi légitime de venir juste parce que j'ai utilisé un fouet, du sucre et de la farine, que j'ai réussi à mélanger ça et que ça a donné quelque chose d'à peu près potable, comment est-ce que moi je réussis à me dire: OK, pourquoi pas, je me lancerai aussi. Alors l'histoire remonte encore une fois au moment où j'étais en master. Étant en école de commerce à ce moment-là, forcément on avait énormément de projets de groupe et beaucoup de projets, de devoirs à rendre. Et c'est vrai que l'ensemble de mes devoirs tournaient toujours autour du projet pâtisserie. Et finalement, j'ai mon professeur marketing, je sais pas s'il passera à regarder cette vidéo, mais c'est très bien de toute façon qu'il a été un grand déclin, enfin un grand déclic pour moi dans l'élaboration de ce projet. Mais lui, il m'en parlait déjà. Il me disait: «Le devoir que vous m'avez rendu, mais vous devriez vraiment créer quelque chose et puis faire quelque chose d'assez concret autour». Je fais: «Oui, mais écoutez, c'est un petit peu compliqué, enfin je sais pas». Et c'est vrai que
soit je me trouvais des excuses en disant que parce qu'il y a aussi cette peur de ne pas être légitime de faire les choses et encore une fois, puisqu'on parle de l'univers de la gastronomie, il y a beaucoup de réglementations autour de l'hygiène, on est sur vraiment de la connaissance des différents allergènes, de la consommation des produits en question. Effectivement, ça demande à vraiment être, très rigoureux là-dessus. C'est vrai qu'à ce moment-là, bon, en 2022, je me sentais pas forcément légitime. Je présentais mes gâteaux à mes voisins, à mes amis, mais sans pour autant me dire que, ben, ce serait quelque chose que je pourrais développer vers la suite. Effectivement, en suivant cette formation et à l'écoute de mes professeurs, fait énormément de recommandations, énormément parlé de plusieurs autres personnes en me disant que j'en étais légitime, qu'effectivement, si jamais il y a la possibilité de pouvoir suivre des formations en amont, que ce soit sur d'autres sujets autres que la pâtisserie, mais vraiment sur la partie, voilà, hygiène et réglementation, ça effectivement, c'est quelque chose qui est à faire. Mais aujourd'hui, ne pas être sorti d'une école prestigieuse de pâtisserie pour pouvoir quand même partager et vendre des créations. Il faut avoir le courage de le faire. Et même quand je rencontre des chefs pâtissiers, j'en ai rencontré plusieurs, notamment Yazid Hichemahim, qui est un très grand chef pâtissier, qui a été champion du monde, et qui me dit, enfin, qui rien qu'en regardant les photos, il me demande de quelle école est-ce que je ressors, et je dis ah non, je suis totalement autodidacte. Aujourd'hui aussi, on a énormément de personnes qui sont autodidactes, peu importe la discipline, mais beaucoup aussi dans le cake design parce que voilà, certaines personnes vont vouloir se reconvertir et c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne bien. Donc en voyant toutes ces expériences et notamment l'expérience de ma mentor de cœur s'appelle Bouchra, qui réalise des pièces d'exception. On est sur vraiment de l'architecture, de la haute pâtisserie, de haute couture, et ce sont toutes ces personnes-là qui finalement m'ont fait comprendre que c'était possible. Et en dehors même, encore une fois, de l'univers de la pâtisserie, quand on y pense, le fondateur de Spotify n'était pas du tout dans cet univers non plus. Quand on pense à plusieurs grands noms en fait de personnes dont on va utiliser les produits de façon récurrente, et bien finalement, quand on regarde leur passif, ils n'étaient pas du tout forcément destinés à ça. Et finalement, c'est cette âme entrepreneuriale et cette fibre et c'est quelque chose qui les animait, qui a fait en sorte qu'ils n'ont trouvé aucune excuse et qu'ils ont réussi à chaque fois à, dès qu'on leur posait le problème en face, à trouver une solution en disant mais finalement, voilà, par exemple, moi aujourd'hui, je peux pas être considérée comme chef pâtissière, mais je suis considérée comme traiteur de dessert. Donc, c'est aussi une très bonne alternative. Quand on parle de pâtisserie, on se dit forcément, c'est pas que du en ligne, va aussi falloir avoir des points de vente. Donc, je suppose que tu as quand même des échanges quand même plus ou moins prononcés avec différents acteurs, que ça soit voilà des points de vente, des hôtels, différentes choses. Donc, comment est-ce que déjà en tant que femme, en tant que jeune femme et en tant que pâtissière autodidacte, comment est-ce que tu gères cette question encore une fois de la légitimité et de réussir à avoir des sujets, voilà, d'échanger et pas juste de faire ton petit truc dans ton coin, mais d'être en échange avec des gens. C'est vraiment entrer en contact avec les gens parce qu'avant le côté B2B, il y a les deux êtres humains. Il y a donc deux personnes en face qui ont des projets, qui aimeraient monter de très belles choses et finalement, il y a toujours un terrain, des centres communs. Et c'est d'abord comme ça que j'approche les gens. D'ailleurs, ma façon même d'approcher de façon assez classique une entreprise, c'est de me rendre en boutique. C'est d'aller converser avec les personnes, que ce soit les salariés, la responsable de boutique, les employés, enfin les personnes qui sont dans la vente, etc. C'est vraiment d'avoir ce premier échange. Et ensuite également donc de parler de ce que je fais. C'est vrai que moi aujourd'hui j'aime beaucoup entrer dans les boutiques de parfumerie, dans les hôtels, dans les boutiques autour de la cosmétique parce que j'aime beaucoup allier cet univers-là justement à la pâtisserie. Je ne me mets pas ce frein-là parce que de toute façon, la pire chose que vous pourriez entendre, c'est non. Et en non, jusqu'à l'heure actuelle, ça n'a tué personne. Donc effectivement, je me dis, ok, autant essayer. Puis on rentre toujours finalement, ce sont des personnes qui sont très à l'écoute des jeunes projets et qui finissent par vous donner au moins une carte visite. Rien que cette stratégie-là me permet de pouvoir déjà penser pour 2026 à un point de vente. J'ai une philosophie qui va plus ou moins au-delà de ça, puisqu'effectivement, bon, on peut aussi s'auto-freiner pour ces sujets-là. Et je me dis, voilà, je reste dans cette configuration de toute façon, moi, je teste. Si jamais ça n'aboutit pas, c'est peut-être pour une prochaine fois, ou c'est qu'il y a certainement quelque chose de bien meilleur qui m'attend. Donc, de toute façon, j'essaie vraiment d'éviter ces freins-là parce que finalement, on s'auto-censure très facilement. Donc, quand on est plutôt dans cette thématique de, ok, bah, j'essaye, finalement, vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal de personnes qui vont trouver ça extrêmement courageux et très
inspirants et qui vont encore plus vous écouter. J'aimerais bien aussi venir sur le fait que tu pas peur d'investir, non seulement en termes de temps bien sûr, mais aussi par exemple le fait que tu es déjà et depuis un moment, que tu es accompagné, que tu, investis dans des shootings photos, que tu investis dans des équipes, dans des personnes qui t'accompagnent pour la communication, pour plein de choses. Comment tu gères, et comment tu as cette force de te dire: «C'est parti, j'investis, ça va coûter de l'argent, ça va coûter du temps, ça va coûter de l'énergie, mais je vais me faire accompagner, je vais faire des projets qui coûtent de l'argent et c'est quelque chose d'important». Et en tout cas, moi, je parle pour moi, investir dans son business, c'est quelque chose qui est très, très difficile psychologiquement parce qu'on n'a pas de certitude, en fait. Tu sais pas si tu vas avoir un retour sur investissement. C'est aussi ça prend du temps de former les gens avec qui tu vas travailler. Donc comment tu gères un petit peu tout ça? Je regarde autour de moi dans un premier temps. Je me dis, par exemple, rien que c'est l'aide, il y a eu une idée par derrière dans un premier temps. Il y a une personne qui a eu peur. Il y a une personne qui s'est dit: «Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne fonctionnera pas?» Et finalement, le produit est là. Mmh. Donc c'est déjà ça, c'est en fait de voir en fait ce qui nous entoure. Donc il y a eu une personne qui a eu peur, il y a eu une personne qui s'est mise qui a cherché voilà ce qu'on lui enfin du monde autour qui a cherché à lui mettre des bâtons dans les roues très certainement, mais les choses sont finalement là et je me dis: «OK, si cette personne y est arrivée, eh bien pourquoi pas moi?» Il y a ce côté, il y a cette réflexion de temps à autre, mais j'essaie aussi d'être beaucoup dans la spontanéité tant que je peux me le permettre. Dans le sens où j'ai quand même, voilà, pareil, un budget qui reste assez défini en me disant que voilà le budget que je pourrais faire. Si jamais je n'ai pas assez de budget financièrement pour pouvoir réaliser cette chose-là, je trouve le moyen justement de rendre en travaillant sa créativité, d'approcher en tout cas cette idée de faire quelque chose d'assez similaire et finalement, c'est vrai que quand on travaille quelque chose de bout en bout et qui est vraiment plus créatif, c'est là où c'est encore plus intéressant. Selon toi, notamment, un conseil que tu pourrais donner, aux femmes qui nous écoutent et qui veulent entreprendre, quels sont les différents éléments qui aident vraiment à augmenter la légitimité? Avoir une belle éloquence, avoir un bon discours, un beau discours et surtout avoir réellement la réponse plus ou moins à tout et quand on n'a pas de réponse, assumer que l'on n'a pas de réponse, le dire de façon être franche, rester fidèle à ses valeurs et ses principes. Je dirais dans un premier temps vraiment l'élocution et la façon de se présenter à quelqu'un. Parce que ce qui est complètement fou, c'est avant février 2025, je réussissais quand même à parler du projet à de grands chefs d'entreprise, à des patrons de belles maisons de parfumerie et de joaillerie et pourtant je n'avais ni site internet, ni, un Instagram hyper élaboré et on continuait d'absorber et de boire mes paroles parce que je parlais avec passion et parce qu'il y a aussi un certain vocabulaire à utiliser. Forcément, tu sais très bien, t'es dans l'univers du luxe, donc on sait très bien que les mots ont leur importance et la façon dont ils sont choisis, leur harmonie, la poésie autour. Et je pense que tout ça, rien que ça, vu que ça fait aussi beaucoup partie de ma personnalité, ça a rendu les choses extrêmement légitimes et beaucoup plus crédibles. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, le projet peut être intéressant. Donc, je suis pas du tout en train de dire que les choses sont complètement fausses par derrière. Non, effectivement, c'est un discours que je donne et qui est réel et qui est concret par derrière. Mais également, avoir aussi assez travaillé son marché, son idée. Parce que moi, je vous parle aujourd'hui, on est en 2025, j'ai commencé en 2022. Mais officiellement, je me suis mise vraiment dedans à me dire OK que je vais vendre ces produits à partir de 2024. Puisque donc de 2022 à 2024, je continue à regarder ce qui se passait autour, que ce soit en termes de d'autres chefs pâtissiers, les tendances, je regardais un petit peu voilà ce que les gens préfèrent. J'étais aussi en études à ce moment-là, donc ça m'a permis voilà de prendre tous ces aspects un petit peu académiques et penser directement un peu pour la partie au moment où je me lancerai. Si on veut se lancer aujourd'hui sans avoir été en école de commerce, c'est possible, mais il y a quand même certains points qui sont importants à aborder. Et aussi lire beaucoup. Pendant mon temps dans les transports, je l'utilise justement pour lire autour de la gestion financière d'une entreprise. Étant donné, j'en suis pas encore là dans le sens où c'est vraiment un stade enfin, je suis pas encore à cette échelle-là, mais ne serait-ce que se renseigner, ça permet en fait de prévenir, être vraiment dans la prévention, lire autour des sujets un petit peu entrepreneuriaux, assister, à des conférences, poser des questions. Ça permet aussi de bien construire son idée et de bien construire son discours. Justement, j'aimerais revenir sur ce point. Tu as utilisé le mot de prévention. Mmh. Comment est-ce que tu penses
qu'on peut quelle est l'importance en fait de se préparer en fait à son succès? Parce que ce que j'ai remarqué dans mon cheminement, c'est que parfois on a envie du succès. On se dit: «J'ai envie d'avoir un Mmh. projet qui est gigantesque», mais en fait on n'a pas la capacité d'accueillir cette réussite-là et notamment puisque je gère moi-même mes envois, c'est quelque chose que j'ai vu qu'en fait j'avais envie d'avoir beaucoup de commandes, mais quand j'avais beaucoup de commandes, je n'étais pas capable de les traiter suffisamment, rapidement. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, je suppose, qui se disent: «Mais j'ai pas envie de me mentir». Qu'en gros, ça serait prétendre qu'on a plus de succès qu'on a réellement, le fait de se présenter avec assurance, le fait d'oser parler à des grands patrons, de parler de notre projet, de parler comme tu le faisais, le fait que tu n'avais pas encore de site, mais que tu parlais déjà de ton projet. Il y a des personnes que ça peut mettre mal à l'aise, se préparer pour son succès. C'est un petit peu déjà s'immerger, en fait, dans l'état, de succès. Tu peux C'est nous ça. en parler un petit peu plus? Déjà à savoir, c'est que quand on parle de son projet, on ne ment pas, étant donné qu'on est vraiment dans cette idée de projection. C'est important aussi de le mentionner quand tu mènes un discours à ce sujet-là, que tu dises à ton interlocuteur que voici comment je projette les choses. Et aujourd'hui, on est dans une ère où l'entrepreneuriat est vraiment à son prime et les entrepreneurs et les chefs d'entreprise voient à quel point la jeune génération est très ambitieuse et pleine de nouveaux projets. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est aussi une mine d'or parce qu'ils se disent qu'il y a tellement d'idées qui sont en train de flâner autour. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de voir un petit peu comment fonctionnent les nouvelles tendances, qu'est-ce que préfère la nouvelle génération. Maintenant, pour revenir vraiment plus autour de la question de la précaution et de la prévention, moi, je partirais de l'idée de toujours préparer les 2 types de scénarios. Donc le scénario où effectivement ça fonctionne super bien et se dire que voici les services qui aujourd'hui existent. Est-ce que je serais prête à investir dans des services, disons, d'une personne qui va s'occuper de toute la logistique, de toute l'expédition, et cetera. Par exemple, pareil, c'est mon cas. J'ai dans le cas où, je reçois un volume de commandes trop important, j'ai mes, personnes en pâtisserie en freelance, par exemple. J'ai les personnes qui vont également gérer le transport, les personnes qui vont gérer le packaging. Donc ça, c'est dans ce cadre-là. Et de l'autre côté, si jamais, effectivement, il faut aussi se préparer à ce qu'il y ait un échec et de toute façon, un échec est toujours une leçon, heu et une opportunité de repenser sa stratégie. Donc et dans l'autre cas, effectivement, peut-être qu'il y aura une perte financière, mais au moins ça permettra, de mieux penser sa stratégie, que ce soit sa stratégie de communication, que ce soit sa stratégie de vente, sa stratégie marketing. Après, il faut pas avoir peur que ces épisodes-là arrivent, puisque c'est arrivé avec, je sais que c'est arrivé dans ton cas, mais c'est également arrivé à Andy Ella, qui est donc la fondatrice de Milia Matcha et qui en parlait beaucoup de ces problèmes de stock et de logistique. Ça fait partie du chemin et tant que vous restez dans la transparence avec les gens, ça ne retire en rien tout ce côté de service et de qualité. Y penser, c'est très important et surtout moi, je pense que le plus important, c'est vraiment la précaution et la prévention financière, vraiment s'éduquer là-dessus. Comme le fait très bien, Constance, à travers ses réseaux sociaux, elle nous éduque énormément sur la question d'éducation financière. Ça, c'est déjà un très gros poids et si on réussit à vraiment bien s'intéresser à ce sujet et bien s'éduquer là-dessus, en termes d'entreprise, c'est vrai que c'est déjà un peu plus relax que de se dire que on est dans un pays où il existe tout de même des aides quand on se retrouve en cas de difficulté financière, en tant qu'entreprise. Ça reste important de savoir ce qui existe aujourd'hui. Comment est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu entretiens le réseau de personnes que tu as aujourd'hui, autour de toi? Qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, avoir un réseau? Avoir un réseau, c'est être en relation avec des personnes dans la vraie vie. C'est de l'humain. Comment construire ce réseau-là? C'est en étant tout simplement soi-même. J'aime entrer dans une boutique et des fois, il suffit que la façade me plaise pour que j'entre dans la boutique en question et que je dise à la personne que j'ai en face en disant: «Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé votre illustration par là» ou alors le petit objet que vous avez mis là, et cetera. Puis on entre dans des conversations. On discute avec la personne, on échange. Finalement, on se rend compte que la personne en face, si elle est réceptive à notre discours qu'on pourrait lui dire: «Ah bah, effectivement, moi, voilà, je fais ce projet-là en parallèle. C'est pour ça que ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai vu votre produit». C'est exactement ce qui s'est passé pour, l'une des maisons de parfums avec qui je travaille et c'est simplement parce que j'ai trouvé le bouchon de l'un de leurs flacons absolument magnifique et qui me rappelait l'une de mes créations et c'est donc, par ce biais-là que je suis entrée en contact ensuite avec, la personne qui est en charge de l'animation retail. On a eu, l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises, de discuter de plusieurs sujets, mais il y a également tout ce qui est la période de fête.
Donc ne pas oublier d'envoyer un petit message, rien que pour souhaiter de bonnes fêtes, et ça permet de relancer un petit peu les conversations, de dire: «Ah ben tiens, et si on se faisait un petit café pour, voilà, parler de l'avancement de certains projets ou de ce sujet ou de ce sujet». Donc ce sont dans un premier temps des relations humaines. Vous faites face à quelqu'un qui effectivement représente un projet, représente une entreprise, mais qui est avant tout une personne et qui peut être à l'écoute de votre sujet. Et puis après, il y a également des personnes qui vont être moins à l'écoute. Et là, effectivement, il n'est pas nécessaire de chercher à aller plus loin. Vous allez plus être un fardeau qu'autre chose. Hem, mais ce serait, voilà, c'est vraiment du naturel. Ce soit en salon, que ce soit dans des événements de networking qui sont faits pour ça, mais également des événements qui sont pas forcément autour du networking et qui vont être plutôt une conférence. Le relationnel peut commencer aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. Et rien que en échangeant, en essayant d'entrer en contact avec ces personnes, il y a toujours moyen de faire perdurer, en tout cas de transformer le digital en réel. Comment tu fais pour avoir assez confiance en toi, pour oser faire ça? Parce que vraiment, c'est vraiment le mot qui m'est venu tout de suite à l'esprit quand je t'ai rencontrée, parce que je me rappelle aussi, on visitait la galerie Dior et pareil, à l'époque, j'étais déjà sur TikTok, sur la création de contenu. Donc on venait de se rencontrer et tu m'as demandé de prendre une vidéo de toi pour, TikTok, et tu m'as partagé, ton compte TikTok et ton compte Instagram pour qu'on se suive dessus. Et ça m'avait trop impressionnée parce que j'étais là, mais le nombre de fois où j'aimerais trop qu'on me prenne en photo, qu'on m'aide à prendre une vidéo et que je n'ose pas demander, mais même à mes amis, et que toi, tu venais de me rencontrer et bien sûr que non, ça me dérangeait pas, j'étais super contente de te prendre en vidéo, mais que tu oses comme ça avec, cette confiance, que tu abordes les relations et cetera, c'est forcément, je suppose, un élément clé pour constituer son réseau. Donc comment tu fais pour avoir confiance en toi? Il y a déjà aussi, ce qui est très important, c'est que la façon dont vous allez aborder les gens, la première impression est très importante. Physiquement parlant, se tenir droite. Et en fait, quand tu entres dans une pièce, c'est aussi un jeu d'acting qui fait son effet. J'ai fait 7 ans de théâtre et je pense que ça a aussi beaucoup, ça aide énormément. Mais rien que d'entrer dans une pièce et qu'on sait que l'on va rencontrer du monde, qu'il y aura du monde dans cette pièce, c'est vraiment, non pas de prendre de l'espace, mais en tout cas être présente. Et en fait, rien que cette posture-là te donne un petit peu plus confiance. T'en parlais du fait de ta façon de t'habiller. Tant que tu es dans des vêtements qui te mettent à l'aise, c'est aussi une clé extrêmement importante. En fait, commencer à vraiment prendre la parole. Ces petits gestes-là qui vont peut-être paraître anodins dans un premier temps, mais finalement vont marquer les choses. Par exemple, vous vous trouvez dans une conférence et vous vous dites: «OK, après, j'aimerais bien discuter avec telle personne». Mine de rien, prenez l'opportunité de parler pendant la partie questions-réponses. Puisque ne serait-ce que de prendre la parole à un moment, ça va vous débloquer et vous dire: «OK, j'ai déjà fait entendre le son de ma voix à absolument tout le monde dans la salle, donc bah, voilà, mine de rien, ça va me faciliter les choses pour pouvoir aller ensuite discuter avec d'autres personnes». Le fake it till you make it, ça marche beaucoup aussi, honnêtement, de se donner cette image. Parce que finalement, quand on est dans l'ère de l'action, puis ce qui est le plus difficile, ce que je dis toujours, ce sont toujours les 30 premières secondes. Mais une fois que tu as commencé à balancer un mot, tu peux pas arrêter ta phrase, tu vois? Ça commence ensuite ça vient assez naturellement. Mais c'est aussi de l'exercice et puis je peux concevoir aussi que des personnes ne soient pas à l'aise avec ça. Maintenant, si c'est un sujet que vous souhaitez travailler, effectivement, il y a plusieurs techniques. Tout de suite, on est plus ouvert et en fait, on se sent plus légitime, de parler devant, 500 personnes ou 10 personnes. Tu as une mentor, donc peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est qu'un mentor? En quoi c'est utile? En quoi ça fait la différence en tant que jeune femme entrepreneur? Ma mentor, puisqu'on parle depuis tout à l'heure du programme mentoring, Women at Dior, ne fait pas partie du programme. Chose importante à préciser, c'est par le biais d'une autre initiative. Alors ce qui est fou, c'est que cette femme, je la suivais depuis des années sur les réseaux sociaux et en fait, j'entendais son histoire qui faisait beaucoup écho à ce que je plus ou moins traversais, ce que je souhaitais en tout cas, puisque cette femme est une maman de 5 enfants qui travaille dans l'IT et qui en parallèle, a réussi à développer un business incroyable dans la pâtisserie haute couture. Et c'est vrai que je l'ai toujours prise, avant même qu'elle ne soit ma mentor, je l'ai toujours prise en référence, en exemple. Je suivais ce qu'elle faisait, je regardais de façon assez minutieuse l'ensemble de ses projets. Et puis un jour, on a eu l'occasion de finalement d'échanger. Et puis nous sommes rentrés dans cette sphère du mentorat. Aujourd'hui, donc on se voit assez fréquemment, donc
une fois par mois, plus ou moins, et elle suit un petit peu l'avancée de mon projet. Elle me conseille énormément. Elle me donne énormément aussi de pistes. Si jamais, voilà, elle me dit, écoute, si jamais il y a besoin, n'hésite pas, il y a un tel qui pourrait t'aider. C'est un peu comme une grande sœur. Je n'ai jamais eu une grande sœur, mais j'ai été la grande sœur où elle est vraiment dans cette idée de guider, d'aider, de recommander, de conseiller. C'est extrêmement rassurant parce que quand je me retrouve des fois face à des choses face à des périodes de doute où je me sens pas super bien, elle me dit, mais écoute, moi, voilà, avec 10 ans d'expérience et et je vis encore dans le doute. Et c'est totalement normal. Quel conseil tu donnerais pour, certaines jeunes femmes qui veulent avoir une mentor, mais qui savent pas comment, s'y prendre, en fait, pour démarcher? Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir peur du refus, déjà dans un premier temps, mais aussi de se dire: «En quoi je suis légitime de demander son temps, son précieux temps à une personne qui réussit autant?» D'entrer en relation avec des initiations, enfin des initiatives autour du mentoring, puisqu'effectivement c'est aussi donner de son temps. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui soient volontaires. Aujourd'hui, comme le programme Woman at Dior, on a des mentors de la maison qui sont coachés en amont et qui sont justement là prêts à donner de leur temps pour pouvoir vous aider, vous aiguiller dans vos choix, que ce soit professionnel ou académique. On a également d'autres associations qui proposent ce type de d'initiative. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance que ce soit une personne que je suivais et que j'admirais auparavant et qui est finalement mentor au sein de cette association que j'ai rejoint. Parce qu'un mentoring aussi, ça se prépare. Quels sont les plus gros obstacles que tu as rencontrés dans ton parcours entrepreneurial? Le doute. La personne qui va le plus qui va le plus s'auto-censurer, ça va être soi. Quand on est dans cette initiative de ne pas prendre en compte tout ce qui n'est pas forcément nécessaire et tout ce qui n'est pas constructif, c'est vrai que on passe outre les personnes qui vont vraiment chercher à nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que le doute, des fois, peut être alimenté par ces personnes-là. Mais l'un des obstacles aussi que je dirais, ce sont les personnes qui vont, dans un premier temps, faire en sorte que ça fonctionne, en vous disant: «Mais votre idée, elle est géniale, mais OK, travaillons là-dessus. OK, on se fait un rendez-vous telle date». Le rendez-vous se passe, tout se passe bien. Moi, j'étais sur un projet où effectivement, on était en train de penser à travailler en collaboration et malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des questions de logistique. Est-ce que finalement, c'est une excuse? Est-ce que donc il y a le doute qui commence à me ronger un petit peu en me disant que mais finalement, si ça se trouve, cette personne, dès le départ, ne voulait pas travailler avec moi. Ce n'est pas parce qu'une opportunité n'aboutit pas que, vous n'en êtes pas légitime. Elle fait partie de votre chemin entrepreneurial, à savoir que, disons, allez, plus de 70% de vos idées de projet pourraient ne pas aboutir. Mais ça ne remet en rien en question justement votre façon de gérer le business ou votre idée. Peut-être qu'il y a d'autres stratégies que vous n'avez pas encore explorées et c'est un petit peu l'occasion de le faire. Donc je dirais voilà, premier obstacle, ce serait le doute puisqu'il est alimenté par plusieurs facteurs différents. Maintenant, si le doute en question n'est que vraiment périodique, et surtout en tant que femme, il faut savoir que notre planning professionnel devrait dépendre de notre cycle menstruel, étant donné que nous sommes plus actives à certaines périodes et moins à d'autres. Ne pas hésiter à en parler. Ça, c'est très, très, très important. Ne pas hésiter à en parler. C'est aussi là l'importance d'avoir un mentor ou alors quelqu'un qui puisse vous suivre et qui puisse comprendre votre projet, puisque c'est chouette des personnes qui vont trouver ça très sympa, très joli, mais quelqu'un qui vous comprend et qui cherche à comprendre l'essence même de votre sujet, c'est encore plus intéressant. Comment est-ce que tu gères tout ce qui est l'administratif, la pression financière? Parce que c'est vraiment un point qui fait peur énormément quand tu entreprends en France. Les taxes, l'imposition, combien ça coûte d'être entrepreneur? Comment tu gères tout ça? Il n'y a pas de secret. Tout s'apprend finalement. Tout s'apprend sur le tas. Quand je me suis lancée, j'étais aussi dans cette réalité de me dire que je n'ai pas de charge. Je n'ai pas de foyer à gérer. Je n'ai pas d'enfants à charge ou voilà. J'étais vraiment dans cette optique de si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de dégâts. Il y a aussi ça. Donc se dire que de toute façon, dans le pire des scénarios, moi c'était vraiment cette idée. De toute façon, pas de dégâts, ça va aller. Au mieux, ça fonctionne. Au pire, pas de souci. Mais tout l'administratif s'apprend. Malheureusement, on devrait nous l'enseigner à l'école. En revanche, à savoir qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas tant de secrets. Tant qu'on cherche à s'informer, les informations restent présentes. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec des spécialistes autour de ces sujets-là. Si c'est une question de vraiment
bien s'informer au départ, il faudrait bien s'entourer. Donc, les entreprises en France, il y en a tous les jours de nouvelles, et je pense qu'effectivement, s'il y en a tous les jours de nouvelles, c'est qu'il n'y a pas forcément de gros mystères autour de ça. Il faut savoir, voilà, ajuster, il faut savoir vraiment prendre des décisions. Il faut savoir qu'il y a des décisions que vous allez prendre qui vont pas forcément être, les meilleures et puis, celles que vous prendrez par la suite le seront. Tout est une idée, voilà, l'entrepreneuriat est un long cheminement d'apprentissage. Ça reste l'école et puis de toute façon, toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, on continuera à apprendre des choses et justement la gestion d'une entreprise en fait partie. Bon, comme tu nous l'as dit, faut pas avoir peur de parfois se planter ou d'avoir des opportunités qui marchent pas. Est-ce que tu pourrais nous parler Mmh. d'un moment, je pense qu'on a le même en tête, Ouais. qui où ça s'est pas forcément bien passé ou ça t'a un petit peu déçu? Nous travaillions sur un projet, sur, l'été dernier qui n'a malheureusement pas pu aboutir. Effectivement, je dirais que ça a été très difficile sur le coup puisque, j'y ai investi du temps et de l'argent. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, ce que je me dis, c'est que l'argent que j'y ai investi, c'était vraiment principalement donc, du matériel et ce sont des choses que je peux utiliser encore aujourd'hui. Donc il y a pas tant de soucis là-dessus, il y a pas tant de pertes à ce sujet. Je pense qu'il y a eu plus, une estime de soi qui s'est vue un peu plus ou moins baisser à ce moment-là parce que je me suis dit: «Bon, bah, super, on me fait, tourner en rond depuis, plusieurs mois pour que finalement ça ne prenne pas forme et qu'en plus qu'on ne me l'annonce pas, qu'il a fallu que je cours derrière et que je sache moi par derrière, OK, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas?» La chose que j'en retiens, c'est que ça m'a permis de me préparer à ce type de projet. Tant me préparer au projet en question qui n'a pas pu être concrétisé, mais également en fait que l'échec existe. Oui, c'est sympa, mais pas forcément un contrat, ni Mmh. même une facture, ni même voilà une prise de commande. Donc un oui doit être accompagné d'un papier, d'une date, de quelque chose qui va être signé par les 2 parties pour vraiment s'assurer que ça prenne vie. Maintenant, si ça ne prend pas vie et que c'était quand même un sujet qui vous tenait fortement à cœur, les opportunités restent, se créent tous les jours de toute façon. Donc même si voilà, pour, reprendre sur cette thématique-là, je reste quand même en très bon, relationnel avec la personne en question et on pense à essayer de voilà de travailler autrement ensemble, faire autrement les choses. Donc peut-être qu'effectivement il y a aussi cette idée de si ça n'est pas arrivé, c'est qu'il y a des raisons par derrière pour lesquelles elles ne sont pas arrivées. C'est pas évident de travailler ce mental-là. Il faut vraiment être assez costaud et puis prendre le temps aussi de digérer la chose. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait. Je me suis retirée pendant une bonne petite semaine, voire 2 semaines en me disant: «OK, je vais prendre le temps de respirer». J'allais au parc, je rencontrais des amis, je prenais des cafés, puis j'ai pris aussi le petit carnet Mmh. Métamorphose qui aide beaucoup justement dans la réflexion de soi, la réflexion des projets à venir, des projets qui sont passés, qui n'ont pas forcément fonctionné, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et cetera. Et puis aussi, ça m'a forgé dans cette idée de toujours trouver le moyen de faire des alternatives, de faire autrement. Est-ce que tu peux nous partager tes petits conseils pour tenir mentalement, que ça soit des routines, du mindset, des activités, vraiment tout? Une routine simple, puisqu'une routine simple, vous réussissez à la tenir même quand vous êtes très fatigué. Donc, heu, déjà, je vais à la salle de sport, qui me fait un bien énorme. Ma consommation est, plus ou moins non pas contrôlée, mais mieux retravaillée. Donc je fais plus attention à vraiment mieux consommer, à mieux manger. Mieux manger en termes de nourriture, mais également mieux consommer, que ce soit sur, d'autres produits. Mieux penser mon éducation financière aussi. Je trouve que mine de rien, même si sur le temps ça travaille beaucoup sur le mental parce que ça permet quand même de voilà, de se lâcher, de se dire: «OK, c'est pas bien grave, j'ai réussi à anticiper certains sujets budgétaires et financiers» et je me dis: «Je me retrouve pas non plus dans une grosse problématique ou dans une grosse galère». Prendre du temps pour soi, avoir une journée vraiment full reset, vraiment rangement, de mon espace, ce qu'on appelle la everything shower aussi, ça joue énormément. Prendre du temps pour, voir certaines personnes, des amis, aller au cinéma, voilà. Ce sont des activités qui sont plutôt anodines, mais qui ont aussi leur importance et je pense que je dirais principalement vraiment le fait d'avoir une routine matin et soir et qui soit vraiment facile à tenir. Puisque quand on est très fatigué et qu'on se dit: «OK, aujourd'hui, je vais sauter ma skincare de 10 étapes en question», eh bien, vous ne la reprendrez plus jamais. Alors que quand vous êtes uniquement sur: «OK, j'applique juste mon sérum et une crème hydratante», ça, vous êtes sûr de le tenir tous Mmh. les jours.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est essentiel de faire du contenu sur les réseaux sociaux et de créer une communauté? J'ai des avis assez différents là-dessus. C'est important. C'est même extrêmement important aujourd'hui puisque la clientèle se trouve principalement sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce que je trouve assez dommage, c'est que l'on est dans une ère où l'entrepreneur en question se doit d'avoir maintenant une casquette de créateur de contenu autour de son projet, autour de son entreprise, mais vraiment de porter cette casquette de réelle créatrice de contenu. Tu vois, comme toi, tu vas parler des fois d'autres marques, d'autres sujets, d'autres projets. Pour intensifier l'engagement, on se retrouve à devoir communiquer sur d'autres sujets et pas tout le monde aime faire ça. J'en suis la première concernée. Je suis pas forcément à l'aise avec l'idée d'exposer ma vie privée ou de parler de certains produits ou de certains sujets. C'est vrai que les réseaux sociaux ont un impact aussi sur le plan mental puisque quand on met énormément de cœur, met énormément d'argent dans une campagne et qu'on voit que finalement elle est très jolie esthétiquement parlant, mais que finalement l'objectif par la suite ne suit pas, c'est très compliqué. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui les business qui fonctionnent le mieux, qui sont vraiment de nouveaux business, sont principalement ceux qui sont initiés par des créateurs de contenu de longue date. J'essaie de créer du contenu autour de la pâtisserie, mais c'est pour ça que je me pose énormément plutôt sur ces relations humaines en me disant que finalement ce que je veux vendre aux gens, c'est vraiment du réel et de l'humain. Donc peut-être que ma communauté, en tout cas ma clientèle, ne se trouve pas que sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que je veux pas trop me mettre la pression autour des chiffres, autour du nombre de vues, du nombre d'abonnés, etc. Puisque au final, l'idée c'est vraiment de vendre du réel, de l'humain et de vendre donc des moments de l'expérience à chaque personne. Mais je trouve que c'est très intéressant la façon dont tu approches les réseaux sociaux parce que souvent une question qu'on me pose, c'est: «Est-ce que je peux me lancer dans l'entrepreneuriat sans montrer ma tête sur les réseaux sociaux ou à défaut en ne faisant pas de la création de contenu?» Et c'est pas une question sur laquelle je suis à même de répondre puisque depuis le début, quand j'ai décidé de lancer ma marque Essentiel Journals, je venais de lancer ma chaîne YouTube avant et j'ai décidé de développer TikTok ainsi qu'un compte Instagram dans le but. Donc c'est très intéressant de pouvoir avoir toi ta perspective de comment tu crées ta communauté de clients, ta clientèle, sans forcément, faire, des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce que tu trouves ta clientèle? Être beaucoup plus autour du réel dans le sens où, encore une fois, moi je suis dans de la pâtisserie, donc ça va être autour de l'événementiel. Je vais principalement travailler avec, des, wedding planners, des personnes, des agents d'événementiel, des personnes qui vont être dans cette thématique-là et là, c'est vrai qu'on cherche moins notre clientèle, on va être plus référencé auprès d'un tel et recommandé. Mais voilà, tout dépend du business model en question et tout dépend justement du produit que tu vas vendre. Tout comme toi, tu vends des carnets coaching, c'est vrai que ça va être que c'est beaucoup plus simple de vendre ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que je fais principalement d'événementiel parce qu'aujourd'hui c'est plus pratique et c'est plus et c'est plus cohérent dans ma vision d'amener les choses et vraiment de construire la maison autour. Maintenant, effectivement, ça va être beaucoup de bouche à oreille, mais aussi j'ai la chance que mon bouche à oreille, voilà, que ce soit des dirigeants et des patrons d'entreprise, et surtout des personnes qui sont sensibles à l'univers du luxe et qui sont sensibles à l'univers du beau, qui font que, ça rend les choses, j'ai directement face à moi ma clientèle. Après, encore une fois, je ne vis pas de ce projet et je ne compte pas en vivre avant un bon moment, le temps que vraiment que ça se déploie et que, j'aime en fait l'idée que ça puisse vivre dans le temps. C'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Un petit conseil pour la fin? Cultivez-vous, lisez, regardez des vidéos, regardez des biopics. Ça m'a énormément aidé, de tout type de personnages confondus, des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont échoué, inspirez-vous de ces gens-là et surtout n'hésitez pas à créer votre propre inspiration puisque on peut se dire oui, un tel m'inspire, un tel m'inspire, mais que vous ne trouvez pas forcément le modèle qui va vraiment le plus vous ressembler. Aujourd'hui, il y a 36 000 routes pour arriver à Rome. Il y a énormément de façons de pouvoir y arriver. Il y a énormément de différents chemins de succès. Tout peut arriver, tout peut basculer du jour au lendemain, mais tout peut aussi prendre 10 ans. Puisqu'il faut pas non plus rendre ça beaucoup trop simple en disant que suffit qu'une vidéo buzz et c'est bon. Non, les choses prennent du temps. Chacun, lancer son projet, c'est vraiment lancer son identité. Et chaque empreinte, chaque ADN est unique. Mais un tel a fait comme ci, un tel a fait comme ça. Construisez votre route,
construisez votre chemin. L'entrepreneuriat, c'est un long chemin, c'est un long apprentissage de vie. N'hésitez pas à faire des erreurs, mais pensez à ce qu'elles ne soient pas trop impactantes aussi dans votre vie. Il faut aussi savoir être réaliste, se dire que ok, je me lance dans ça, est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je vais me mettre en danger? Est-ce que je vais réussir à tout de même me mettre à l'abri? Ne pas trop réfléchir, c'est aussi une bonne initiative. Bah, merci pour tous tes conseils. Je t'en prie. C'était ultra inspirant et Merci à puis tellement intéressant, en fait, d'avoir une perspective sur un business qui est tellement différent parce que quand je parle de conseils de business, forcément, je me fonde sur ma propre expérience. Donc c'est ultra intéressant d'avoir ton expérience, ton vécu. Bah, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.